et surtout chez les jeunes. Cette pathologie est la deuxième affection de longue durée après les cancers. Pour aborder le diabète d'une manière concrète, nous avons réuni sur ce plateau le professeur Jean-Jacques Latman. Vous êtes chef du service de diabétologie, endocrinologie, nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et vous êtes l'auteur du grand livre du diabète aux éditions Erol. Le docteur Pierre-Ange Girard, endocrinologue, diabétologue à l'hôpital d'Ajaccio. Le docteur Sauveur Merling, président du comité paritaire régional. Et enfin, Rosemarie Pasqualacci, présidente de l'association des diabétiques de Corse. Bonsoir. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. Forte hausse donc du diabète en France, 3 millions de personnes sont atteintes. Professeur, le diabète est en plein boom, pourquoi ? Bien, malheureusement, à cause de deux mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes alimentaires, une nourriture de plus en plus copieuse, inadéquate, et des mauvaises habitudes au niveau de l'activité physique, une sédentarité galopante également. Y a-t-il des disparités géographiques ? Il y a des disparités géographiques, hélas liées à la précarité. Les régions les plus précaires sont également celles où on se nourrit le moins bien. Pour la France, c'est d'ailleurs plutôt les territoires d'outre-mer ou des régions bien connues comme le fameux 93 ou le Nord-Pas-de-Calais. Alors en Corse, on compte à peu près entre 15 et 20 000 personnes souffrant de diabète. Ce chiffre est-il devenu croissant et pourquoi ? Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne nationale, c'est évident. Un facteur important, l'obésité qui augmente, et puis bien entendu des mauvaises conditions, des mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Les facteurs sont les mêmes que sur le continent. Docteur Girard, est-ce que l'insularité constitue un phénomène aggravant pour ce type de pathologie ? Non, ce n'est pas un facteur aggravant, c'est les mêmes facteurs que ceux que l'on a au niveau national et sur le continent. La sédentarité, les mauvaises conditions alimentaires. Rosemarie Pasqualacci, que constatez-vous au sein de votre association ? Nous, on constate un manque de structure entre patients, quoi, je veux dire, pour l'échange. Et c'est pour ça que l'association a vu le jour. C'est une association de patients au service de patients pour qu'on puisse échanger entre nous, quoi. Combien avez-vous d'adhérents ? Actuellement, nous avons 65 adhérents. C'est peu par rapport au nombre de diabétiques ? C'est peu parce que les diabétiques, en général, n'aiment pas trop dire qu'ils sont diabétiques. Donc, il y a une certaine gêne, une certaine honte qui fait qu'ils ne viennent pas trop vers nous. Alors, le diabète, c'est quoi, docteur ? Le diabète, la définition, c'est la seule chose facile, c'est trop de sucre dans le sang, avec des normes qui ont varié, qui actuellement sont définies par un taux supérieur ou égal à 1,26 g dans le sang. Quels sont les différents types de diabète ? Alors, il y a deux grands types, un diabète dit de type 1 et un diabète dit de type 2, ou plus simplement un diabète qui frappe surtout les jeunes, c'est le diabète de type 1, plutôt maigre, qui nécessite de l'insuline, et un autre diabète qu'on a longtemps appelé le diabète gras ou le diabète de la maturité, qui frappe plutôt les gens plus âgés, encore que de plus en plus jeunes, et qui s'appelait avant non insulino-dépendant, car il se soigne plus par des comprimés. Docteur Girard, quel est encore ce diabète le plus fréquent ? Mais c'est exactement pareil que sur le continent, c'est le diabète de type 2 qui représente à peu près 90%, je dirais, des diabétiques de Corse. Oui, allez-y. Non, je dis le diabète de type 1 qui touche les enfants. Concernant le diabète de type 2, notre région se situerait-elle au niveau au-dessus de la moyenne nationale? Peut-on parler de prévalence? Parce que vous aviez, docteur Merling, soulevé ce problème il y a quelques années et vous aviez même parlé de danger. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2002-2003, nous avions commis une étude avec l'ARS et l'ARH sur l'obésité infantile. Et on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une augmentation de l'obésité infantile. Et sachant que c'est quand même le tendeur du diabète de l'adulte, nous avions tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là, ce qui fait qu'on retrouve effectivement actuellement dans le nombre de diabétiques un nombre légèrement supérieur à la moyenne nationale, ce qui confirme bien que l'obésité et le diabète ont partie liées, et surtout lorsqu'elles commencent précocement dans l'enfance. Marie-Rose Pasqualacci, vous êtes diabétique et de quel type? Moi, je suis de type insulino-dépendant. Comment vous soignez-vous? Par injection d'insuline, une activité physique et une alimentation saine. Et à quel âge a-t-on diagnostiqué votre 36 ans. 37? 36. On va parler du dépistage alors de tout à l'heure. Alors le diabète insulino-dépendant, ce diabète est le plus rare, 5% des cas. Comment se fait-il qu'on le diagnostique très tard chez l'adulte?
Non, la madame est un cas un peu particulier d'un diabète de type 1 survenu à un âge relativement tardif. Dans la majorité des cas, ce diabète est plutôt diagnostiqué vers une dizaine d'années, voire malheureusement même encore plus tôt. Mais pour ce diabète qui a des signes très brutaux, il n'y a pas de retard au diagnostic. Alors qu'on va le voir, c'est tout à fait l'inverse pour le diabète de type 2. En Corse, qu'est-ce que vous avez constaté concernant ce type de diabète? Est-ce que les jeunes sont plus nombreux et est-ce que le dépistage se fait suffisamment tôt? Non, le dépistage ne peut pas se faire. Il s'agit d'une maladie aiguë, c'est-à-dire qu'on la découvre au moment où elle se produit, malheureusement. Il y a des signes directs et indirects qui font qu'un enfant maigrit, boit beaucoup, mange beaucoup de façon très brutale, ce qui amène effectivement à envisager le diagnostic d'un diabète à cet âge-là et des mesures qui sont prises derrière, effectivement. Mais le diagnostic est très simple, une glycémie et le diagnostic est fait. Docteur Girard, qu'est-ce que vous avez constaté Au niveau du... concernant ce type de diabète? Le diabète de type 1, c'est ça. Vous en avez beaucoup dans votre client Oui, enfin bon, c'est des diabétiques de type 1, mais bon, qui sont déclarés dans l'enfance et qui sont pris d'abord en charge souvent par les pédiatres. Et après, mais le diagnostic, c'est vrai, comme on dit les autres intervenants, c'est un diagnostic facile parce que c'est assez brutal. Il y a souvent même une crise, ce qu'on appelle d'acidocétose, avec de l'acétone, des vomissements et une montée de glycémie très importante. Donc, et on ne peut pas faire de dépistage parce que même quelques mois avant, si on faisait une glycémie, elle pourrait être normale. Alors je vous propose de suivre le vécu de Luc. Il a 16 ans, il est diabétique de type 1. Ben, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Parce que, bon, déjà le papa, après la continuité, c'est le petit qui prend la relève, quoi. C'était assez dur. Tous les matins, il se levait et puis il avait le teint blême. J'avais beaucoup envie de faire pipi, de boire. Beaucoup envie de faire pipi, de boire toute la nuit, tout ça. Et donc j'ai décidé de lui faire des analyses. Mon téléphone sonne et il me donne les résultats. Il avait 4-5 grammes de diabète. On l'a fait hospitaliser, de suite sous insuline, tout ça. J'ai appris à la gérer avec le temps. Au début, c'était dur. Parce que avant mon père l'avait, donc il est décédé de ça. C'est la peur tout le temps, la peur qu'il ne mange pas assez, la peur qu'il mange trop, qu'il lui arrive des hypoglycémies dehors quand moi je ne sois pas là. Enfin, un tas de... Voilà. L'appréhension, je l'ai toujours. C'est l'appréhension de dire à ma mère que j'ai des glycémies hautes, de la décevoir, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait avant ou même après. Ça m'a posé problème au collège parce que j'étais instable dans la maladie. J'avais des analyses médicales instables, je n'arrivais plus à me gérer d'un moment. Et j'étais souvent dehors des cours pour me faire mes piqûres, pour me resucrer, tout ça. C'était un moment difficile, le collège, pour la maladie. J'ai eu du mal à leur dire au début, j'ai beaucoup de mal. Il fallait vraiment que j'apprenne à les connaître pour... Il faut que je connaisse vraiment la personne pour lui en parler, sinon j'en parle pas, je préfère garder ça pour moi. C'est pas une tare d'avoir le diabète, puisque c'est... voilà. Mais c'est toujours un petit peu la honte, quoi. Pour un adolescent, c'est toujours un petit peu la honte. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus aucun mal. Tout le monde comprend. Maintenant, ça fait presque 10 ans que j'ai du diabète, donc il n'y a plus aucun souci maintenant. J'en aurais eu besoin. Mais j'avais mes parents derrière moi, j'avais mes amis, ma famille. Je suis psychologique, ouais, j'en ai eu besoin, oui. J'en ai eu besoin. Ouais. Mais prends. C'est pas grave, je vais me faire un sandwich, c'est pas grave. C'est sûr. Oui. Et un soutien très fort, celui de sa sœur jumelle. Tiens. Ça m'a fait un peu mal au cœur, puisque mon papa l'avait eu, ça a fait un petit choc. On s'y attendait pas. J'aurais préféré que ça soit moi plutôt que lui, parce que ça me fait mal au cœur. Mais voilà, après on s'y fait, même si c'est toujours douloureux, on a toujours l'appréhension, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Quand il n'y a pas ma mère, elle est là pour me rappeler, parce que moi je suis très gourmand, donc j'adore manger. Elle est là pour me dire qu'il faut que j'arrête que je mange pas, qu'il faut que je fasse mon dextro, mes piqûres. C'est la deuxième maman à la maison. Voilà. Si je lui dis pas, il fait pas très attention. Mais bon, ça sert à ça, une sœur.
Ah, écoutez, mon avenir, je commence à me stabiliser. Donc ça se passe bien, tout ça, je fais du sport, j'ai mes amis. Je commence à apprendre mon métier et tout ça, qui me plaît, en essayant d'oublier quelquefois la maladie. Professeur Altman, quelles sont les causes de ce type de diabète? Je voudrais bien commenter une seconde le reportage que je viens de voir, parce que cette famille a l'air très, très traumatisée, et elle a raison, parce que c'est très grave, mais j'espère qu'à la fin de l'émission, ils verront que le pronostic s'est beaucoup amélioré et que très certainement ce patient va mener une vie de très, très grande qualité et sans souci, même si actuellement c'est très difficile. Alors les causes du diabète de type 1, on ne les connaît pas vraiment. Comme on dit, c'est une maladie immunologique, on dit même auto-immune, c'est-à-dire que le corps ne se reconnaît pas et se détruit lui-même. Mais c'est la cause de cette auto-immunité qui n'est pas connue. Donc ça reste très mystérieux, le diabète de type 1. Pourtant, dans cette famille, le papa était diabétique. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur héréditaire? Il y a vraisemblablement, on peut soulever la génétique, l'intervention de la génétique, mais on peut surtout parler de facteurs de risque. C'est-à-dire qu'en fait, le papa de cet enfant avait des facteurs de risque importants puisqu'il avait un diabète, mais il avait aussi un tabagisme et sans doute une sédentarité, des problèmes autres, parce que le diabète génère, quand il n'est pas traité, des complications et des problèmes secondaires qui sont à l'origine souvent du décès ou des accidents qui surviennent. Docteur Gérard, vous vouliez rajouter quelque chose concernant ce reportage? Oui, je pense que c'est vrai que quand ça arrive dans une famille comme ça, où il y a eu des événements particuliers, où les gens rattachent le diabète à des problèmes de décès ou de maladies graves, mais il faut justement, comme l'a souligné le professeur, dédramatiser et dire que maintenant la prise en charge du diabète est quand même améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a une quarantaine d'années, et donc les gens ne devraient plus avoir de complications graves si on les prend en charge dès le début. On en reparlera tout à l'heure. Rosemary, on a diagnostiqué votre diabète de type 1 à l'âge de 36 ans. Tout à fait, oui. Quels symptômes aviez-vous? J'avais des symptômes, je buvais beaucoup, j'ai beaucoup maigri, j'avais perdu 12 kilos à l'époque. Mais comme je m'étais mise au sport et à faire attention à ce que je mangeais, donc tout avait une explication logique, quoi. Professeur Altman, quels sont les symptômes qui doivent alerter? Mais comme c'est chez le petit enfant le plus souvent, le symptôme le plus évocateur peut-être est la reprise des pipis au lit chez un enfant qui était devenu propre. Et là, l'Association française pour les diabétiques a fait une grosse campagne là-dessus pour éviter les quelques malheureux morts qui peuvent quand même survenir en cas de retard au diagnostic. Donc on veut beaucoup dédramatiser le diabète. Mais il y a encore en France quelques patients par enfant, par an qui meurent parce que le diagnostic n'a pas été fait alors que c'est théoriquement facile. Ce diabète est-il associé à d'autres maladies? Oui, alors comme c'est auto-immun, il y a d'autres maladies auto-immunes moins connues que le diabète, mais qui peuvent être associées notamment au niveau de la thyroïde, qui doit être le moins rare. Les médecins que vous êtes, est-ce que vous faites très attention justement à ces maladies qui peuvent provoquer un diabète? Bien entendu, en fait, provoquer un diabète, enfin, il n'y a pas vraiment de maladie qui peut provoquer un diabète, qui puisse provoquer un diabète. Simplement, c'est un mode de vie, un comportement alimentaire qui nous alerte et qui attire notre attention. Et on est dans la prévention à ce moment-là, hein, parce que l'objectif du diabète, c'est d'abord la prévention, pour pas qu'il arrive, et ensuite c'est la prise en charge avec une bonne communication. Les associations ont bien compris ce problème, puisqu'il faut que les patients communiquent entre eux, qu'ils prennent en charge leur maladie, et surtout il faut dédramatiser cette maladie dans la mesure où effectivement à partir du moment où on respecte le traitement, où on respecte l'équilibre alimentaire, on a une prévention des complications, parce que ce sont elles qui font le lit de toutes les formes donc, de décès qui surviennent ensuite. Docteur Girard? Oui, c'est vrai, donc en fait que c'est la prévention qui est le plus important. Je dis toujours, souvent à mes patients, en fait le diabète c'est pas une maladie, ça ne deviendrait une maladie que le jour où vous aurez des complications. Donc il faut tout faire pour éviter d'avoir ces complications et donc bien se soigner et avoir toutes ces bonnes mesures. Est-ce que vous avez eu des cas où le diabétique qui vient vous voir avait déjà une pathologie qui aurait pu éventuellement provoquer ce diabète? Alors, il y a des diabètes secondaires à d'autres maladies, mais c'est des cas quand même assez rares. Hein. C'est d'autres maladies. L'essentiel des diabétiques, c'est des diabètes, comment dirais-je, qui sont indépendants, qui ne sont pas secondaires à une autre pathologie.
Alors, le diabète de type 2, dit diabète de la maturité, est le plus répandu. Quelles sont les personnes les plus exposées ? Je pense que les personnes les plus exposées sont surtout celles qui ont des antécédents familiaux de ce type de diabète. Puisque finalement, dans le type 1, qui a l'air très héréditaire, 95 fois sur 100, on ne retrouve pas de cas familiaux, même si on avait un exemple contraire tout à l'heure. Dans le type 2, c'est tout le contraire. Donc si un de vos parents proches, vos parents ou vos frères ou sœurs ont du diabète, c'est un facteur inquiétant. Le deuxième, c'est la prise de poids excessive. Et le troisième, là, on ne peut pas faire grand-chose, c'est le vieillissement. Et à partir de pas mal de décennies, le risque de diabète augmente beaucoup. Et les symptômes ? Eh bien, les symptômes, là, c'est tout le contraire du diabète de type 1. Ils sont quasi inexistants. Et d'ailleurs, actuellement en France, les 2/3 des diabètes sont diagnostiqués par des examens systématiques faits lors des bilans pré-anesthésiques ou sécurité sociale. Alors justement, c'est un diabète insidieux. Baptiste Serpage en sait quelque chose puisqu'il a découvert son diabète à l'âge de 63 ans. Le matin, j'avais 0,82. Oui. À midi, 1,14. 1,14. Et le j'ai soir, rien mangé rien du tout. Truc, hein. J'arrive là-bas et j'avais 2,69. Peut-être un peu le stress. Hein, ça. Baptiste, 67 ans, est diabétique. Il s'agit d'un diabète de type 2. On va faire la glycémie. On va prendre la glycémie. Son quotidien est rythmé par les contrôles de glycémie. 1,12. 1,12. C'est bon. Et maintenant, on va préparer l'injection. Une stratégie thérapeutique est déployée. Il doit suivre des règles hygiéno-diététiques et avec l'aide d'une infirmière, il participe à la gestion de sa pathologie. Depuis un mois, il a recours à l'insuline. Je lui ai appris à faire sa glycémie et je lui apprends à se faire ses injections et à gérer donc son diabète. Comme ça, il va être autonome. Au bout, là, ça fait pratiquement un mois que je viens donc tous les soirs. Et au bout d'un mois, là, on a fait le point avec le médecin traitant fin de semaine dernière, qui est positif. Hein. Là, il est pratiquement autonome. Il ne faut jamais oublier les traitements, ce qui arrive forcément sur le long terme. Aussi, l'entourage est important. Danielle est très attentive. C'est une aide précieuse qui combat ces coups de déprime. Au niveau des cachets et tout, c'est moi qui gère. Et voilà. Et là, alors, il ne risque pas d'oublier un cachet et tout, parce que bon, tout est contrôlé. Hein. Alors, lorsqu'on vous a appris que vous étiez diabétique, quelle a été votre réaction au départ ? Je l'ai pas bien pris, hein, mais bon, il fallait faire avec. Vous ne l'avez pas bien pris, pourquoi ? Vous aviez une appréhension ? Bien sûr, il fallait que je me passe de tout ce que j'aimais. Les gâteaux, l'apéritif, les bonbons. J'étais un grand consommateur de bonbons. Les symptômes, je n'avais pas... Bon, je sentais toujours que... Comment vous expliquer ? Je sentais que... Par exemple, je sentais du sucre dans la bouche, mais bon, après, c'est quand j'ai fait les analyses que je m'en suis bien rendu compte. Quand j'ai fait cette analyse-là, le laboratoire a appelé mon docteur, il a dit... Regarde parce que tu as un patient là qui est en train de faire une pancréatite. Donc c'était sérieux là. Je m'en doutais un petit peu parce que comme ça faisait déjà quelques années qu'il faisait sa glycémie à jeun et qu'il était un peu haut, donc je pensais qu'un jour ça devait arriver. Bon, puis, comme il y avait sa sœur également qui était diabétique, donc bon, je l'ai pris assez bien parce que je n'ai pas été surprise. Contrainte, c'est faire attention le plus possible quand on peut. À part quand, bon, je dirais encore si je le tourne, te strapper ma trave. Mais autrement, je fais quand même attention. Je cuisine beaucoup, beaucoup de légumes, des repas équilibrés. Bon, même au niveau des desserts, j'essaye de lui faire, mettons, même des pommes au four pour un peu embellir le quotidien. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer ? Son caractère. Son caractère, parce que bon, maintenant ça passe mieux, mais au début c'était dur à accepter. Ouais. Ça se manifestait comment ? Et des mauvaises humeurs, des fois il était renfermé, il ne voulait plus sortir.
C'était dur à gérer. Je suis souvent stressé. Qu'est-ce qui vous stresse? Quand j'arrive et que j'ai 2, ça me... Parce que des fois, je ne mange pas beaucoup, ça doit être des répercussions du jour avant ou quoi, et j'ai 2 quand même. Alors là, ça m'énerve un peu. Et il paraît que quand on s'énerve, ça monte. Je ne sais pas ce que ça va faire par la suite, ça, je ne sais pas. C'est ce qui vous tracasse? Me tracasser un peu, mais j'y pense. J'y pense parce que bon... Il a quand même été traumatisé par le décès de sa sœur. Je pense que ça doit y être pour quelque chose. Là, maintenant, il commence à l'accepter, donc ça va mieux quand même. Tout le monde s'adapte avec moi. Hein. Heureusement, j'ai ma femme qui me... Qui vous surveille? Ah oui, oui, oui. Oh là. Dis-le quand même. Oh là là. Une femme exceptionnelle qui... Des fois, je dis, je peux prendre 2 carreaux de chocolat, non un seul. Alors, on a vu qu'à travers ce témoignage, eh bien, on peut être diabétique depuis 10 ans, sans le savoir. Quand s'inquiéter du diabète? Mais ça dépend si on est dans une famille, par exemple, Là, de il était diabétiques. dans une famille Voilà, et donc il on faut l'a savoir. diagnostiqué à l'âge de 63 Si en ans. plus on est en surpoids, bon. Alors non, là il s'agit d'un patient qui était en surpoids depuis de nombreuses années et pour lequel on demandait effectivement une perte de poids. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien vivre, c'est un bon vivant, un chasseur, donc il faisait des sorties, donc je le connais très bien. Donc. Et à partir de là, il avait ce surpoids qui était annonciateur d'un diabète. Et il avait toujours une glycémie qui était limite, puis jusqu'au moment où effectivement il a démasqué un vrai diabète, donc avec une glycémie qui est montée. Il avait maigri d'ailleurs à ce moment-là, peut-être que le corollaire. Et donc il a fallu prendre en charge sur ce plan-là. Mais c'est le cas de quelqu'un qui a été suivi, dépisté à de plusieurs reprises avant que le diabète ne se déclare. Mais on l'attendait. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Le chiffre est pratiquement identique. Là, il y a une égalité entre les sexes, il n'y a pas de loi à faire. Alors, à travers ces différents reportages, on a vu qu'il y avait quand même un retard au niveau du diagnostic et du dépistage. Vous me dites qu'on ne peut pas le faire comme ça, mais bon, est-ce qu'il ne faut pas lancer des campagnes de sensibilisation pour que les patients ou les gens vous demandent, écoutez, faites-moi une prise de sang pour voir un peu où en est ma glycémie. La situation s'est quand même bien améliorée parce que moi, qui ai le privilège d'être le plus ancien, quand j'étais étudiant, au moins le tiers des cas de diabète étaient diagnostiqués par une complication. Maintenant, ce chiffre, on peut dire effondré à 10%. Alors c'est encore de trop, puisque dans 10% des cas, on voit que le diabète n'a pas de complications, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être 10 ou 15 années d'évolution sournoise. Donc il y a des améliorations, il y a encore des progrès à faire, probablement en faisant des dépistages ciblés. Alors, est-ce que vous lancez des campagnes de sensibilisation au dépistage? Nous, on suit le programme de l'Association française des diabétiques. Donc, là, il y a la semaine de prévention au mois de juin et la journée mondiale au mois de novembre. Donc, pour la semaine de prévention cette année, nous avons fait le tour de la Corse, un jour, une ville, et nous avons distribué des plaquettes d'information pour sensibiliser la population à la maladie. Du côté du médecin généraliste, quel doit être son rôle, comme du côté de l'endocrinologue? Est-ce que vous poussez au dépistage ou pas? Sur le plan de la médecine, non, il y a des bilans systématiques qui sont faits chez les patients qui se présentent au cabinet, bien entendu, parce qu'une partie des gens qui échappent donc à ce dépistage, entre guillemets, si on peut parler de dépistage, ce sont des gens qui, effectivement, ne sont pas suivis régulièrement par un médecin ou autre. Mais bon, rien n'empêche, effectivement, d'organiser une journée mondiale ou nationale de dépistage où les gens peuvent aller se faire une glycémie. Il n'y a rien de plus facile. Et à ce moment-là, effectivement, on peut repérer des gens qui sont soit à risque, soit avec un diagnostic avéré. Oui, c'est vrai que bon, il faut déjà que le patient vienne consulter. Et si c'est un patient qui n'a pas de médecin, enfin qui ne va pas voir le médecin régulièrement et qui est dans la première phase un peu insidieuse, tant que la glycémie n'est pas très élevée, on peut passer à côté. Bon, je sais que le Lions Club, par exemple, en région Provence-Côte d'Azur et Corse, organise tous les ans une journée de dépistage gratuit du diabète. Il y a également dans les pharmacies, à l'occasion quelquefois de certaines choses, et on l'a fait également pour la journée mondiale du diabète le 14 novembre. On l'a fait sur Bastia et Ajaccio. L'association a organisé un forum sur Ajaccio et Bastia et les médecins présents ont fait les dépistages capillaires. La recommandation dite consensuelle est quand même vers 50 ans, surtout dans du surpoids, surtout dans du diabète dans la famille, de dépister le diabète. Alors on voit qu'à travers ces témoignages que le diabétique doit apprendre
à se soigner, à gérer sa maladie. Le réseau Corse Maladie Chronique de la Corse du Sud s'y emploie. Regardez. Depuis 3 ans, le diabète touche le quotidien, le vécu, l'intime de Nathalie. Comment ça va? Bien, merci. C'est à 47 ans qu'elle apprend qu'elle est diabétique. Le choc est brutal. Nathalie a besoin d'une aide psychologique. On se retrouve face à soi-même pour savoir ce qu'on a fait, ou ce qu'on a fait de bien, ou ce qu'on a fait de mal, est-ce que la maladie est une punition? Est-ce que... Voilà quoi. Ça serait très bien, si vous êtes d'accord, et si l'alliance thérapeutique se fait, que l'on puisse revenir sur ce choc. Okay. C'est pas une psychanalyse. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui vous dit oui, qui vous aiguille, qui arrive à répondre à certaines attentes, à certaines peurs. Parce qu'en fait, au début, c'est ça, quoi. Quelles sont les peurs d'un diabétique? Tout simplement, quand on est malade, on a peur peut-être de mourir. Au départ, moi, c'était pas tellement... c'était l'acceptation de la maladie. Savoir pourquoi cette maladie est arrivée comme ça du jour au lendemain. Et se dire que notre corps a pu créer quelque chose qui va nous détruire, psychologiquement parlant, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. J'accompagne. C'est plus un rôle d'accompagnant. C'est on va dire, du guidage. Mais c'est vraiment un accompagnement émotionnel aussi, parce que beaucoup de choses ressurgissent ici dans le cadre thérapeutique que l'on ne dit pas à la famille. L'émotionnel, souvent, on le tait à sa famille pour protéger les autres, tout simplement. La famille aide, bien sûr, mais on ne dit pas tout à sa famille. Maintenant, je suis équilibrée, je vis normalement, en fait. La séance terminée. Alors, c'est la plénitude, je pense. Déjà, vous avez une personne en face de vous qui vous écoute. Donc, dans la vie courante, il y a très peu de personnes qui sont écoutées. Donc ça, c'est très important. L'alimentation et la nutrition jouent un rôle essentiel dans le traitement de la maladie. Pour Nathalie, il est donc important de manger équilibré, sans excès. D'après vous, à combien de fréquences on peut consommer les céréales et produits céréaliers? D'après moi, à chaque repas selon l'appétit. Oui, tout à fait. On ne fait pas un régime, on réapprend à bien manger, tout simplement. Et une fois qu'ils ont les connaissances, à ce moment-là, ils peuvent arriver à réguler tout seuls leur diabète. Enfin, en tout cas, on essaye de leur apporter les clés de la connaissance de l'aliment pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. À volonté. Voilà. Donc, vous avez tout à fait compris comment on répartit la consommation des familles, des repas. Pendant un an et demi, tous les repas, il y avait des pâtes. Bon, évidemment, on ne mangeait que des pâtes. Et en fait, en prenant les ateliers de diététique, j'ai appris à associer. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était pas tant manger trop, mais c'était manger peu. Et en fait, j'ai appris que je pouvais aussi manger peu. Ressources Corse Maladie Chronique, composée de professionnels de santé, prend en charge l'éducation thérapeutique des patients. Actuellement, ce sont 240 diabétiques qui en bénéficient. On va leur permettre d'acquérir suffisamment de connaissances sur leur pathologie, suffisamment de compétences en auto-soin, parce qu'il y a énormément d'auto-soins dans le diabète, puisqu'ils doivent se surveiller, ils doivent se piquer tout seuls. Et ces connaissances et ces compétences qu'ils vont acquérir vont leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie avec leur pathologie au quotidien. Rosemary, lorsqu'on vous a annoncé votre diabète, comment avez-vous réagi? Est-ce que pour vous, ça a été un choc? Ça a été un choc, oui. Et puis bon, moi, on m'a dit vous êtes diabétique, mais j'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire, parce que je ne connaissais pas du tout la maladie. Donc c'est après, un peu plus tard dans la journée, que j'ai compris qu'il fallait que je sois prise en charge et que c'était quand même assez important, quoi. Donc dans la journée, j'ai été hospitalisée 1 semaine et prise en charge par mon endocrino actuel, qui est le docteur Kutzmann, et par la diététicienne pendant 1 semaine. J'ai eu un suivi très régulier, quoi. Alors, est-ce que vous pensez que ce type de structure est indispensable dans la prise en charge de l'annonce de la maladie et de la maladie en tant que telle?
et à tous les niveaux? Je pense que oui. D'ailleurs, ce reportage l'illustre parfaitement, puisque la patiente va beaucoup mieux à la fin du reportage qu'au début, puisqu'elle nous raconte un peu son parcours. Le reportage dure quelques minutes, mais elle raconte plusieurs mois ou peut-être années de vie. Et grâce à ses prises en charge diététiques, psychologiques et médicales, elle a appris beaucoup de choses, un mot clé aussi dans le diabète. Elle se soigne elle-même, elle accepte, elle comprend mieux. Comme elle comprend mieux, elle accepte mieux, elle se soigne mieux et elle va bien. Médecin, est-ce que vous êtes d'accord pour ce type de structure? Est-ce que vous travaillez de concert avec elle? Oui, c'est des structures qui permettent de prendre en charge, si vous voulez, le diabétique et de le mettre au centre d'un réseau de santé. Il devient acteur. Voilà, parce qu'en fait, il faut qu'il soit acteur de sa propre maladie. Et il n'y a pas que le diabétique. Bon, il y a son médecin généraliste qui est à ses côtés en permanence, mais il y a aussi tous les autres acteurs, les infirmiers, les podologues, les autres, comment dirais-je, spécialistes, endocrino, ophtalmo, cardio. Donc ça permet également d'avoir un peu un entretien et de dédramatiser ça, parce qu'en fait, il faut arriver à faire comprendre à quelqu'un qui va avoir une maladie chronique, donc vivre en permanence avec celle-là, qu'il faut, comment dirais-je, le vivre le mieux possible pour ne pas avoir de complications. Vous avez écrit un livre sur le diabète et vous évoquez l'alimentation. Est-ce que l'alimentation joue un rôle important dans le bien-être et la santé du diabétique? C'est une question à laquelle on pourrait répondre pendant des heures. Oui, c'est terriblement important, d'ailleurs aussi bien pour le type 1 que pour le type 2. C'est important, mais il ne faut pas le vivre comme quelque chose de privatif. Il ne faut pas faire de régime. Des fois, on emploie le mot planification alimentaire, c'est un petit peu hypocrite. Ça peut rester parfaitement hédonique, parfaitement équilibré, parfaitement goûteux, avec quelques restrictions importantes pour ne pas prononcer le mot interdit. Mais est-ce que l'alimentation doit-elle être ajustée selon le type de diabète? Elle est un petit peu différente sur le type de diabète, mais j'ai envie de dire qu'elle devrait être presque la même que la nôtre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. Comment mangez-vous? Sain, équilibré, comme tout le monde devrait le faire. Voilà. Alors, à travers ce reportage, nous avons vu le côté psychologique. Est-ce que c'est important? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est comme le disait Maros, c'est un choc quand même. Apprendre qu'on est malade, en plus, on se sentait en bonne santé, on avait l'impression qu'on était sain, et d'un coup, on se découvre malade. C'est un choc. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième, l'insuline, c'est un deuxième. Et enfin, donc, les mesures qui vont accompagner cette prise en charge, qui sont des mesures contraignantes, effectivement, demandent une aide. Alors, après, c'est un peu à la carte, parce qu'il y a le patient avec qui le dialogue est établi, il va suivre, et on va le gérer avec l'infirmière. Il y a une espèce de consensus qui se met autour du patient. Après, pour d'autres patients, effectivement, on conseille telle ou telle chose, et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de partager. Ils n'ont pas envie de partager leur maladie, ils n'ont pas envie de l'étaler, donc ils refusent à ce moment-là d'aller dans des réseaux comme des maladies. Parce que c'est très bien, parce qu'il y a une éducation alimentaire qui est faite, et ça c'est irremplaçable, parce qu'il faut qu'ils apprennent à manger tout en conservant effectivement l'hédonisme qui va avec, et ça c'est pas simple. Docteur Girard? Oui, c'est sûr qu'il faut quand même que le patient soit pris en charge, mais il faut également qu'il ne se sente pas abandonné. Donc c'est là où ça peut être intéressant de participer à ça. Mais il y a des gens chez qui ça va marcher et d'autres chez qui ils n'adhèrent pas du tout à cela. Mais je pense qu'une chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir dialoguer et surtout savoir écouter le patient, parce que le patient, dans une maladie chronique, va évoluer par plusieurs phases. Il y a une phase où il va accepter sa maladie, il va se prendre en charge, et puis il y a aussi une phase qui va venir de temps en temps, ce qu'on appelle le refus, le déni. Il va refuser d'un seul coup la maladie, puis après il va revenir à l'acceptation. Donc il faut en permanence savoir écouter les patients. Avec le diabète, eh bien, on voit que le coût des soins s'envole. Est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte? Oui, je crois en France et ensuite en Corse. On a des idées très précises, puisque les caisses et les organes régulateurs et payeurs ne manquent pas de publier des statistiques très régulièrement. Donc le chiffre peut-être le plus simple à se rappeler, c'est que pour une maladie qui touche environ 4% de la population, le coût des soins est de 10% de la masse totale de l'argent dépensé. Donc la maladie coûte environ 2 fois plus cher que sa prévalence. Donc si c'est très cher, et bien entendu, plus il y a de complications, plus c'est cher.
Et en Corse, on a une idée de combien ça coûte? C'est à peu près la même moyenne que la moyenne nationale, bien entendu. Mais il faut se dire une chose, c'est que si le diabète coûte cher, ce sont les complications qui coûtent le plus cher. Et les complications, elles sont quand même évitables par un suivi, par une adaptation au régime, par la satisfaction, non pas de contraintes, mais de régulation qui permettent aux malades d'être dans une bonne frange, dans une bonne marge de sa glycémie. Et à partir de là, on a moins de problèmes. Alors aussi, face à cette réalité sanitaire, l'assurance maladie a décidé de retenir le diabète parmi ses priorités de gestion de risque et elle a mis en place un dispositif téléphonique appelé Sophia. Les explications. Le service Sophia est un programme d'accompagnement personnalisé en fonction du niveau de risque. C'est un programme qui assure une adhésion gratuite, volontaire, pour le patient diabétique. Sophia est un moyen d'aider le patient à être acteur de sa prise en charge, tout en favorisant la coordination et l'accompagnement par son médecin traitant et par les différentes associations et réseaux qui existent. Sophia, donc, ce sont des téléconseillers, des infirmiers formés au contact, à l'échange téléphonique et au diabète, qui vont appeler des patients qui seront adhérents volontairement et qui vont pouvoir leur donner des conseils au téléphone sur leur pratique quotidienne, leur activité physique, le suivi recommandé, les spécialistes à aller voir, prendre en compte les soucis dont ils pourraient leur faire part et à ce moment-là les renvoyer à leur médecin traitant pour améliorer leur vie quotidienne et leur suivi. Nous sommes très fiers des résultats de la plateforme Sophia après 1 an de démarrage. C'est 91% des patients adhérents à Sophia qui font part de leur satisfaction en soulignant un meilleur accompagnement et 89% des adhérents le recommanderaient. Alors ce système Sophia est-il une alternative précieuse? C'est un des moyens, si vous voulez, qu'on peut mettre en œuvre pour aider les patients, quoi. Mais je pense que le contact direct est quand même mieux qu'un contact purement téléphonique, quoi. Même si c'est un moyen de ne pas négliger. Dans une maladie comme le diabète, qui est une maladie qui a des implications, des complications très importantes, il est essentiel que différents moyens existent parce que celui qui échappe à un moyen peut être repris par un autre. Ça, c'est un moyen indirect, effectivement, donc on est anonyme et peut-être que certains patients qui ne vont pas vers la structure officielle vont vers des structures anonymes, c'est pas plus mal. Dr Altman et c'est très efficace, en particulier quand l'accès aux soins est difficile, en complément, pas uniquement. Efficace, mais je pense que il devrait intégrer les moins de 18 ans, parce que là, c'est seuls les adultes qui peuvent en bénéficier. Et qui sont assurés. Qui sont assurés à la caisse primaire, qui dépendent de la caisse primaire maladie. Tout ce qui est RSI, tout ça, ils n'y ont pas droit. Ça va venir. Alors, un adulte diabétique peut gérer au quotidien son diabète, mais un jeune enfant étant pas lui-même son propre thérapeute, eh bien, son environnement joue un rôle important dans la prise en charge de sa maladie. Regardez ce reportage. Virginie Bruno a dû suivre une formation thérapeutique au quotidien pour gérer son enfant. Va chercher ton jeu préféré. Pierre-Ange est diabétique depuis l'âge de 3 ans. Pas facile pour sa maman d'accepter cette maladie envahissante au quotidien. Pourtant, son implication totale et rapide est indispensable. Dès le diagnostic, elle suit une formation thérapeutique. Des cours pour connaître la maladie, des cours pour gérer seule les piqûres, des cours de diététique. J'ai eu la chance d'avoir eu une formation extraordinaire sur Nice. Et c'est vrai que sans cette formation, je pense que les parents sont peut-être un peu perdus. Et je pense que ça manque à la Corse parce que si les parents n'ont pas l'information qu'il peut y avoir cette formation qui est faite sur le continent, entre autres à Nice, eh bien, c'est vrai que ça pose un souci pour eux dans la gestion du diabète de leur enfant. Et moi, ça me permet de vivre normalement avec lui par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne suis jamais en stress parce que je sais, on m'a formée pour gérer tout type de situation. Entre les injections d'insuline, les repas à heure fixe, les contrôles rigoureux de glycémie et les déplacements trimestriels sur Nice, chez une pédiatre diabétologue, c'est toute une logistique. Allez, Pierre-Ange. Allez, arrête de faire l'idiot.
Selon la diabétologue, mon fils, j'ai cette chance que mon fils soit normoglycidique, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il va bien, il a un diabète qui tend vers un diabète facile, qui se gère bien. Mais c'est entre autres parce que je suis très présente et que selon elle, je gère très très bien mon fils. Mais si je le gère très bien, je le dois qu'à la formation que j'ai eue. Je suis obligée, étant donné que c'est moi qui soigne l'enfant, d'être 24 heures sur 24 à ses côtés ou pas très loin. Donc je ne peux pas dire que je vis comme une maman comme les autres. C'est une contrainte du quotidien tant que lui n'est pas autonome. Donc, un biscuit, tu vas manger tes pâtes d'abord. Allez, super. Virginie a dû aussi apprendre à gérer les sautes d'humeur de son fils, notamment lors des épisodes d'hypoglycémie. Ça ne modifie pas son caractère. Cela dit, quand ils sont les enfants en hypo ou en hyper, où ils peuvent présenter un changement de comportement. Alors sur l'hypo, soit il va être complètement amorphe parce qu'il sera vraiment très très bas, ou alors très énervé parce qu'il a faim et qu'il est très gêné par son hypo. Et pareil, en cas d'hyper, il peut être soit justement drogué parce que plein de sucre, je dirais dans un état d'euphorie, je suis plein de sucre, ou énervé, irrité. Voilà. Mais oui, en général, oui. Mais je ne me comporte pas différemment depuis qu'il est diabétique. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai un comportement avec lui qui est identique avant d'avoir été diagnostiqué diabétique. Et ça, je pense que c'est important. Le parent doit se comporter de la même manière par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses. Je pense que c'est important. Et surtout, ce qui est très important aussi pour les autres parents d'enfants diabétiques, c'est de ne pas dramatiser. Moi, on n'est pas du tout stigmatisé sur sa pathologie. Et ça, c'est très important. On en parle en milieu scolaire, notamment avec sa maîtresse, et où elle ressent le fait qu'il n'est absolument pas du tout protégé ni des différents. Et ça, c'est vraiment un combat pour moi, c'est de vraiment faire en sorte qu'il ait sa vie absolument de normale et d'inchangée. Aujourd'hui, son fils, à 4 ans et demi, est entré à l'école. Pour Virginie, l'école également apporte son lot d'aménagements à mettre en place. Mais au final, Pierre-Ange ne se sent pas trop différent des autres. Professeur Altman, quelles sont les particularités du diabète chez le jeune enfant ? Il y a beaucoup de particularités, j'ai envie d'en parler de 3, qu'on vient d'ailleurs de voir. La première, c'est qu'évidemment, le très jeune enfant va être totalement dépendant pour le traitement de son environnement, en particulier maternel. La deuxième chose, c'est comme il va être exposé pendant de nombreuses décennies à l'hyperglycémie, c'est lui qui risque le plus de faire de complications. Donc le traitement doit être particulièrement rigoureux dans cette classe d'âge. La troisième chose, c'est possible. Et tel que c'est parti, je peux pratiquement affirmer que cet enfant va mener une vie de très très grande qualité, sans handicap particulier, ni psychologique, ni organique, tellement il est bien pris en charge. Alors s'il est découvert tardivement chez l'enfant, est-ce que le diabète peut être fatal ? Le diabète peut être fatal. On a dit tout à l'heure, chez l'enfant, dans le diabète de type 1, il est rarement découvert des années après. Mais s'il y avait quelques semaines de retard, il y a quelques cas malheureux où on peut mourir de carence aiguë, ce qui est tragique puisque c'est une maladie compatible avec une survie de nombreuses décennies. Comment expliquer qu'encore s'il n'y ait pas de pédiatre spécialisé dans le diabète et que cette personne soit obligée de partir à l'hôpital Lanval pour soigner son enfant ? Dans la réalité, on n'a pas besoin d'avoir un pédiatre spécialisé en diabète. Il faut être sérieux. Je crois que on a peut-être besoin d'une expertise au départ qui soit peut-être, je dirais, plus rassurante, plus pointue, eu égard à l'âge de l'enfant. Mais le diabète n'est pas une maladie nécessitant une expertise extraordinaire. Nous avons sur place des spécialistes de qualité qui suffisent amplement à gérer cela. Alors la prise en charge repose également sur les traitements. Professeur Adjoint, quelles sont les armes face à cette maladie en quelque sorte est-ce que tous ces diabètes sont traités de la même façon ? Alors, comme première ligne thérapeutique, oui, puisqu'il faut toujours répéter sans se lasser que l'alimentation et l'activité physique sont les premiers thérapeutiques indispensables. Ensuite, ça se divise en 2 grandes catégories. Besoin d'insuline dans le type 1 indispensable, dans le type 2 plutôt des comprimés, éventuellement, après des évolutions, de l'insuline également.
Des traitements lourds et contraignants. Le témoignage de Baptiste, 18 ans, il est diabétique depuis l'âge de 2 ans. Baptiste, 18 ans, est en première au lycée Jules Antonine. Ce soir, avec l'appui vigoureux de son père, il assiste à un conseil de classe. Un père qui prodigue à son fils des mots de réconfort pour qu'il apprenne à vivre avec sa maladie. C'est arrivé à son 20e mois et puis depuis son adolescence, bon, il se considère un peu différent, si je puis dire. Donc je m'efforce de lui dire de relativiser parce qu'il y a d'autres enfants qui sont malades et qui ont des maladies qui ne se soignent pas malheureusement. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à Carla qui se reconnaîtra. Donc je m'efforce à chaque fois de lui dire que bon, sa maladie c'est terrible pour lui, je le conçois tout à fait, mais qu'il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas se soigner, donc je lui dis de faire attention à lui, dans la mesure du possible bien évidemment. Le diabète de type 1 fait partie du quotidien de Baptiste depuis qu'il a 2 ans. On peut donc l'écouter disserter sur sa maladie, expliquer avec un calme olympien les facettes complexes de cette pathologie. La pompe à insuline qui a vraiment tout changé, c'est un cathéter qui est implanté dans la peau en fait, qu'on a 24 heures sur 24. Et tu l'as porté pendant combien de temps? Je l'ai porté, je l'ai eu quand j'avais 11 ans. Je l'ai porté jusqu'aux vacances d'été là. J'en ai eu un petit peu marre de l'avoir tout le temps sur moi, de prendre à la plage, les sorties et tout. C'était contraignant pour toi? C'était contraignant parce qu'il fallait faire toujours attention au cathéter, faire attention qu'il ne se bouge pas et tout. Donc du coup, j'ai su repasser aux piqûres. On comprend un peu son ras-le-bol en ce moment, donc il faut être encore plus vigilant que d'habitude. Je fais pas très attention à ce que je mange parce qu'avec la pompe, on appuie sur les boutons, donc du coup, ça règle l'insuline en fait, de ce qu'on mangeait. J'évite de manger des trucs trop sucrés. Donc je me rabats plutôt sur les trucs, sur la nourriture, les protéines. En fait, le sucre, c'est dans les cas extrêmes, quoi, avec des copains, tiens, viens manger un bout, voilà. Et, bon, je fais l'insuline, mais voilà. Bon, il a eu des petits soucis par rapport à ça, par rapport à d'autres enfants qui n'ont pas été très sympathiques avec lui par rapport à cette maladie. Donc, bon, ça s'est résolu après par le temps, mais il y a eu des petits accros, effectivement, par rapport à ça. Mais sinon, il a fait en sorte de vivre normalement. Si ce n'est qu'il fait sa glycémie, qu'il fait ses injections, voilà, il est un enfant comme les autres, même s'il doit vivre avec. J'ai eu quelques petits soucis d'hypoglycémie et d'hyper, donc je me retrouve à l'infirmerie quelques fois, mais c'était rien de méchant, quoi. C'est pas le diabète qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut en fait. Oui, j'ai une éducation normale, la scolarité normale, une vie normale, quoi, les amis, tout ce qu'une personne normale a, quoi. Et moi je me dis que dans la vie il y a pire déjà. Parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas du tout sortir, qui ne peuvent rien manger. Donc je me dis quand même, j'ai quand même comment dire, une certaine chance d'avoir juste le diabète en fait. Pas avoir comme les maladies intraitables et tout. Moi, je me définis pas comme quelqu'un de malade en fait. Je me définis comme quelqu'un qui a, je sais pas, un truc en plus. C'est pas vraiment. C'est sûr que des fois c'est un peu saoulant, mais bon, c'est jamais méchant, quoi. Alors on voit que la pompe à insuline est mal tolérée. Est-ce qu'on peut alterner piqûre, pompe à insuline? C'est tout à fait possible. L'insuline, on ne peut pas l'arrêter, mais le mode d'administration, c'est celui qu'on choisit sur le moment. Y a-t-il beaucoup de patients dialysés en Corse? C'est-à-dire diabétiques dialysés? Oui. Oui, il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Je pense que bon, l'expérience de Paris est différente, quoi. Enfin, le chiffre national est très connu. Sur les 250 000 diabétiques de type 1, 200-300 sont dialysés. Donc ceux à qui ça arrive trouvent ça horrible et très lourd et très dramatique, mais c'est un tout petit nombre. Concernant les greffes du pancréas, les greffes du pancréas, c'est un espoir thérapeutique, on va dire prochain, pour lequel il n'est pas possible de donner de durée précise. Alors quelles sont les complications liées au diabète, un diabète qui est mal équilibré? Oui, alors c'est ce qui fait le plus peur aux diabétiques, puisque quand on annonce la maladie, les gens pensent qu'ils n'auront plus d'yeux, plus de cœur, plus de rein, plus rien du tout. Alors certes, le sucre baignant tous les organes, vous pouvez avoir une atteinte effectivement des yeux, des reins et des gros organes dits nobles,
comme le cerveau et le myocarde ou les jambes, mais on en discutait là pendant le reportage entre nous. Ce qu'on a tous remarqué, surtout les plus âgés, c'est que ça va de mieux en mieux et que les complications soient évitables, soit stoppables, soit soignables, tout qualificatif très important, beaucoup plus que ça va forcément m'arriver. Chez l'homme, le diabète peut-il entraîner des troubles sexuels ? C'est possible, ça fait partie des complications, mais à long terme. Et je pense que chez le diabétique, les problèmes érectiles sont plus liés aux angoisses de performance qu'à des atteintes organiques. Et chez la femme ? La femme aussi peut connaître des problèmes de dysfonctionnement sexuel, mais ces dysfonctionnements viennent aussi sur le déséquilibre. Du moment que le diabétique est équilibré, il n'a pas de complications, il n'a pas de contraintes, quoi. Alors comment prévenir ces complications et comment prévenir surtout la maladie ? Il existe ce qu'on appelle les recommandations de l'HAS qui s'imposent à chaque médecin, qui consiste à faire tous les 3 mois chez les diabétiques connus un dosage sanguin du sucre, de l'hémoglobine glyquée et d'autres facteurs comme le HDL, le cholestérol, la microalbuminurie qui permettent de surveiller les constantes. Il y a aussi un examen ophtalmo annuel qui est prévu, un examen cardiaque obligatoire qui est prévu et ça fait partie d'un tableau de surveillance qui doit éviter les complications, les prévenir, voire les traiter quand elles y sont. Docteur Girard ? Oui, c'est vrai. En fait, tous ces examens que l'on recommande de faire aux diabétiques, c'est pour essayer de dépister les complications avant qu'elles n'apparaissent et quand elles sont encore au stade réversible et pas irréversible. Rapidement, professeur Altman et Rosemarie, vite. Eh bien, la même chose. Le diabète ne va pas manger le corps, mais bien au contraire, sans le protéger, on va pouvoir prendre en charge tous les dégâts potentiels. La surveillance est primordiale quand on est malade et pour toute autre maladie que le diabète. Donc, Voilà, en tout cas, messieurs et madame, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Avant de refermer cette émission, je vous rappelle le livre du professeur Altman, le grand livre du diabète, très intéressant. Il est destiné aux diabétiques, mais également aux non-diabétiques. Voilà, très bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Marie Bronzini part à la rencontre de ceux qui font avancer la Corse, tout de suite sur France 3 Corse via Stella. Musique, spectacle vivant, littérature, cinéma, Via Cultura prend le temps de parler de toutes les cultures en Corse comme en Méditerranée, avec sérieux sans se prendre au sérieux. Un thème d'actualité, une problématique, une polémique, le regard d'un journaliste et les opinions de ses invités et chroniqueurs